Bonjour à tous. Bienvenue pour ce 15e épisode Cévenol, un webinaire proposé par l'Institut Agro à Florac dans le cadre de la mission d'appui à l'enseignement agricole qui s'appelle le DNA, le dispositif national d'appui pour l'ensemble des établissements d'enseignement agricole. Et donc, ici à Florac, un institut de formation qui fait partie de l'Institut Agro, des écoles d'ingénieurs de l'enseignement supérieur agronomique. Nous sommes un tout petit centre de formation sur les thématiques éducation et pédagogie, agriculture, environnement, territoire, agroécologie et ressources et dynamiques collaboratives. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce petit webinaire pour lequel nous avons demandé à Claire Hernandez, qui est formatrice en intelligence collective et facilitatrice graphique. Voilà, je vais la laisser se présenter. Pour vous dire donc ce que je le redis parce qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver. L'intégralité de l'atelier va être donc enregistrée. Merci de bien noter vos noms et prénoms sur vos participations, là, sur vos caméras, afin qu'on puisse avoir cocher les inscriptions, en fait, puisque c'est financé par le ministère de l'Agriculture. Et voilà. Merci aussi donc de ceux qui ont prévu des feutres, du papier, puisqu'on on va s'exercer. Et donc, si vous avez une caméra, je sais que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, on pourra montrer nos productions et échanger, puisqu'il y aura des temps en petits groupes et des temps de partage et d'interaction. Je pense que j'ai tout dit. Donc, je ne sais pas si voilà, on vous enverra le lien vers le wiki sur lequel il y a tous les épisodes Cévenol qui ont eu lieu et qui sont enregistrés, qui sont disponibles. Voilà, donc je vais arrêter le partage parce que ça ne me permet pas de voir toutes les fonctionnalités. Et je vais laisser la parole. Je vois qu'il n'y a pas a priori, il n'y a pas de questions. Je vais laisser la parole donc à Claire Hernandez. Merci Claire. Bienvenue à cet atelier. Comme on a pu le dire, l'idée c'est de vous faire découvrir ce que c'est un peu la facilitation graphique. C'est une sorte d'atelier d'initiation. Et le parti pris est que c'est qu'en pratiquant qu'on comprend l'intérêt d'un outil. Donc c'est une partie pris de ma proposition aujourd'hui, c'est de vous donner des billes pour prendre en main et puis voir ce que vous en pensez de cette discipline-là. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Claire Hernandez. Donc, je suis facilitatrice graphique et facilitatrice en intelligence collective et formatrice du coup de ces deux pratiques-là. Juste pour vous donner un peu d'histoire, il y a plus d'une dizaine d'années, on m'a recrutée pour faire le transfert d'un laboratoire de recherche en agro de l'IAM, de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, vers une structure privée, à savoir transformer l'activité d'un laboratoire de recherche en agro en entreprise, puisque le chercheur partant à la retraite, le labo allait disparaître avec ce qu'il avait pu concevoir, et puis les salariés allaient perdre leurs emplois. Donc on a œuvré avec ce petit collectif à faire ce transfert, ce changement de paradigme de la recherche vers l'entreprise. Et j'ai proposé, du coup, en arrivant moi pour faire ce changement de paradigme, et puis j'allais être logiquement, entre guillemets, la gérante de ce futur bureau d'études, je leur ai proposé à mes collègues de monter une SCOP, donc de monter une entreprise, un bureau d'études classique, mais de forme coopérative, de façon à ce que nous soyons toutes, puisque c'était un collectif de femmes, partie prenante, associées, et que nous prenions des décisions ensemble. Le sous-titre étant le pacte de compétences. On allait toutes mettre nos compétences au service d'un projet pour en vivre bien. Donc l'intention était posée de faire collectif, de réfléchir ensemble, de prendre des décisions ensemble. Parce qu'on a super bien réussi au début, on a des belles réussites, on embauche, on a des nouveaux contrats, ça marche, on est contente. Et puis au bout de quelques années, je me rends compte qu'on repart dans des logiques assez classiques
où j'arrive avec une problématique, quelque chose un peu compliqué à gérer, à réfléchir ensemble, et puis très vite, les nanas me disent, on te fait confiance. En gros, toi, gérante, tu sais. Et donc c'était un côté flatteur et à la fois un côté complètement en dehors de ce qu'on s'était dit au départ, et en tout cas en dehors de ce en quoi je crois moi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'arrive pas vraiment à faire collectif, et puis j'arrive pas vraiment à prendre des décisions collectives. Et on repart un peu dans les travers d'une boîte classique. Donc, je me suis dit, il faut que j'apprenne à savoir comment faire pour prendre des décisions collectives, et je me revois taper sur Google. Bref, et je découvre qu'il y a une discipline qui s'appelle l'intelligence collective, où il y a énormément d'outils, de méthodes, de théories, de recherches sur la psychosociaux des organisations, tout ce qui fait qu'on prend, comment on fait, tout ce qui nous limite à faire collectif, et en tout cas comment on peut faire pour faire mieux. Et donc j'ai eu la chance de me former et puis d'appliquer ces méthodes dans ma scope, dans ma boîte, ce qui était un vrai luxe. Et j'ai décidé en fait à ce moment-là que c'était ça qui m'intéressait, comment on fait des différences de façon de voir, de profil, de personnalité, une richesse et pas un point de blocage. Donc, quelques années plus tard, j'ai quitté ma scope et ça fait 7 ans maintenant que je suis facilitatrice en intelligence collective, c'est-à-dire que j'accompagne les collectifs, les scopes, bien sûr, parce que c'est dans leur ADN, mais aussi les entreprises classiques, mais aussi le service public. En ce moment, je travaille pas mal avec le service public sur comment on peut réfléchir à une organisation dans la répartition des responsabilités, des tâches, des prises de décision, enfin voilà, tous ces rouages-là. Et dans mon parcours pour me lancer en tant que facilitatrice en intelligence collective, j'ai découvert un des outils de l'intelligence collective, qui est la facilitation graphique. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La facilitation, peut-être je vais vous montrer directement un peu, mais j'ai un support qui ne fait que 3 slides, donc ça ne sera pas très long. Je vais partager mon écran du coup. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez bien? Non? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci Claire. La facilitation graphique, en gros, c'est se servir du visuel pour aider, pour favoriser les interactions, pour faire parler. C'est comment le visuel va être au service d'un groupe, d'une intention, d'un collectif. Et donc, c'est à la fois du texte, c'est ce qu'on va voir après, je vais vous montrer du texte, des dessins, des pictos, des connecteurs, des cadres, des puces. En fait, c'est rendre visuel, c'est tout un langage qui permet de se parler autrement. Concrètement, il y a plusieurs applications à la facilitation graphique. Le premier, c'est le sketchnote, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le sketchnote, c'est le fait de réaliser un résumé visuel à partir d'un contenu en différé. Je vous donne un exemple, je travaille pas mal avec la recherche, on va m'envoyer du contenu, des fichiers Excel, des documents, des schémas, et mon rôle, ça va être d'en faire un document avec une synthèse graphique de ce document pour le rendre plus intelligible, plus accessible, plus... il y a un côté ludique, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas, le rendre visuel pour accrocher davantage, pour faire une synthèse, quoi. Donc ça, c'est la partie sketchnote. Une autre pratique, c'est le scribing. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir. C'est là où on va être invité à faire un résumé visuel, mais en temps réel. Je viens à une conférence ou une table ronde et je fais en direct le résumé graphique de ce qui est dit des échanges, de ce qui est en train d'être raconté. Donc, ce qui permet d'avoir une synthèse en temps réel pour les participants de s'accrocher, de savoir qu'est-ce qui a été déjà abordé, là où on en est, et puis ça crée une mémoire autre, une trace un peu sensible de ce qui est en train de se dire. Donc ça, c'est la partie scribing qui est en direct. Ensuite, la troisième pratique, c'est la facilitation visuelle. C'est le fait de se servir du visuel comme support pour faire parler un collectif. Typiquement, c'est ce dont je vais me servir quand je travaille dans un accompagnement. Si j'accompagne un collectif, alors je peux les faire travailler sur un visuel. Au lieu de se poser autour d'une table et de se parler, eh bien, je vais mettre un visuel au milieu pour essayer de voir, pour essayer de leur soutirer de l'information, pour les faire favoriser l'interaction. Au final, c'est toujours ça qu'on va aller chercher. On est au service d'un groupe, quoi. Donc là, c'est plus dans la posture de facilitation d'échange. Et enfin, la quatrième discipline, c'est le reportage graphique, où là, on peut intervenir dans un séminaire pour faire des sortes de captures de petits moments
au lieu de prendre une photo, mais on va croquer une petite scénette. C'est encore une fois pour avoir une trace sensible d'un événement. Mais là, on n'est plus tant au niveau du contenu qui est délivré que de petits moments clés dans le moment qui est vécu. Voici pour les 4 pratiques. Vous pourrez me poser plein de questions après si vous le souhaitez. Et en résumé, à quoi ça sert la facilitation graphique? Alors, c'est avant tout pour capter l'attention du public. C'est un autre biais pour accrocher les personnes qui sont là. Par exemple, quand on scribe, ça donne un autre axe pour accrocher le public à ce qui est en train d'être dit. Prendre du recul sur une situation, le fait de faire un résumé graphique, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on hiérarchise comme information, qu'est-ce qui est vraiment important, à quel niveau je les place, et ça permet de prendre un recul sur une situation donnée ou sur un contenu. Ça permet aussi de mieux se comprendre, utiliser le langage visuel, notamment dans une équipe. On va préciser en gros sa pensée. Si je dessine ce à quoi je pense, si je dessine ce que représente pour moi un concept, alors je vais préciser ce que j'y mets derrière. J'illustre le sens que je lui donne. Donc ça permet d'être bien sûr, il y a beaucoup dans les équipes, on utilise souvent les mêmes mots, un peu les mots valises, et puis là, ça permet d'essayer de voir un peu plus précisément ce qu'on entend derrière. C'est un super outil de mémorisation d'informations. Le fait de le voir déjà un résumé graphique, on retient mieux un concept quand il est associé à une image que seulement des mots. Ça, c'est neurologiquement, ça fonctionne comme ça. Et puis, j'espère que vous allez le voir en pratiquant lors de cet atelier, l'effort que ça demande de réaliser soi ce travail de synthèse, de hiérarchie et de production. On théorise ça à part... on est vraiment dans un niveau d'écoute et de concentration qui est génératif. C'est ça, ce traitement d'infos qui se fait en direct dans le cerveau, on entend, on réfléchit, on produit. C'est vraiment un super outil pour mémoriser ce qui est passé dans cette chaîne de traitement, entre guillemets. Bien entendu, ça permet de synthétiser un contenu, de faire cet effort-là de quand j'ai une complexité face à moi, comment je le rends intelligible. Et ça permet et ça donne un peu de créativité dans sa pratique professionnelle et ça permet aussi d'ouvrir le champ de la créativité des autres. Si je viens, moi, dessiner pendant une réunion, une réunion d'un comité de direction, c'est comme si j'ouvre un champ de créativité un peu plus large. En tout cas, c'est une pratique qui, à mon sens, c'est très personnel, mais je ne suis pas la seule à penser ça, qui fait du bien. S'autoriser à intégrer du dessin, à synthétiser et puis y apporter cet aspect créatif à ce qu'on est en train de produire, ça fait souvent du bien. Voilà pour mon partage. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions sur ce que je viens de raconter ? Je n'ai pas suivi dans le chat. Si les filles, si vous voyez des questions, n'hésitez pas à me dire. Pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat, mais n'hésitez pas à intervenir en direct. Il y a Marie-Pierre qui nous met la main. Vous parlez de dessin, mais si on n'est pas bon en dessin? Eh bien, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est le but. Bien entendu, plus on pratique le dessin, plus on est à l'aise. Mais il faut savoir que c'est une pratique, le dessin, où la grande majorité d'entre nous, on est très complexé. Il y a un chercheur en psychosociaux des organisations qui s'appelle Olivier Sibony et qui, lui, vulgarise et étoffe ces théories selon lesquelles seul on ne prend pas des bonnes décisions, mais qu'on a tout intérêt à décider à plusieurs. Et lui, il donne une conférence qui est sur Internet. Il est prof, je ne sais plus si c'est à HEC ou à l'ESSEC, en tout cas une grande école parisienne. Et il donne une conférence où il y a 200 personnes face à lui dans son auditoire. Et il demande qui est-ce qui pense qui conduit mieux que la moyenne. Et là, il y a la quasi-totalité de l'amphi qui lève la main. Bah, moi, je conduis mieux que la moyenne, je conduis mieux que la moyenne. Puis il demande qui est-ce qui pense qui dessine mieux que la moyenne. Et là, il y a 2 personnes au premier rang qui hésitent un peu à dire bah, moi, peut-être je ne suis pas trop mauvais. Et il explique que ça, c'est lié au biais de référence. Dans la conduite, je n'ai pas eu d'accident, potentiellement je conduis mieux que la moyenne, j'ai une référence. Et dans le dessin, on a nos enfants qui sont très très prolifiques, on va dire jusqu'à la primaire, et qui pour eux, la pensée visuelle, parce que c'est ça le moteur de la facilitation graphique, c'est la pensée visuelle.
Elle est innée chez tous nos enfants, en fait. On sait qu'on... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des œuvres d'art d'enfants, ils ont une idée hyper précise de ce qu'ils sont en train de dessiner, même si on ne le voit pas, même si leur talent n'est pas encore affirmé, on va dire. Mais en tout cas, ils le mobilisent de manière très spontanée. Et alors, entre eux, et puis au final, il n'y a plus rien jusqu'à voir les productions de ceux dont c'est le métier, donc qui ont dessiné tous les jours depuis des années et des années, donc les illustrateurs, les bandes dessinées, les dessins animés. Et donc, c'est ce gap de référence, ce qu'explique Olivier Sibony, qui fait que la grande majorité d'entre nous, on est complexé par cette discipline. Pour vous donner un petit exemple, j'ai monté un collectif de facilitateurs graphiques ici à Montpellier. Parmi nous, il y en a sa 4e BD. Et il se met dans des états de stress, de complexe et puis de panique quand il doit rendre un dessin en facilitation graphique. Et je me suis dit, bon, bah, il n'a pas tort, Olivier Sibony, parce que si même lui, il n'a pas confiance. Donc, tout ça pour dire que ce complexe-là, on l'a à peu près tous. Mais la bonne nouvelle, c'est que la facilitation graphique, ce n'est pas de l'art. Ce n'est qu'un outil. D'accord? On est tous d'accord, tous les facilitateurs graphiques, ce n'est pas de l'art. Donc, il faut lâcher un maximum l'enjeu de l'esthétisme. Bien sûr, si on est à l'aise avec le dessin et si c'est une pratique qu'on adore faire et puis qu'on a de la pratique, parce qu'au final, ce n'est que ça, plus on pratique, plus on est à l'aise, plus le dessin est fluide et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas nécessaire. Clairement, ce n'est pas nécessaire. Voilà, Marie-Pierre, ça va sur... Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe à l'action? Ok, bah, je vous propose de vous montrer le menu du jour. Ce que je vous propose pendant cet atelier, c'est de parcourir ce menu-là. À savoir, on est en train de terminer, là, je suis en train de terminer l'introduction et le cadre de notre atelier. Excuse-moi, Claire, en fait, on ne voit pas très bien. Si alors, tu peux un peu approcher ton écran. Ouais, voilà, merci. Super. C'est mieux? Ouais. C'est bon pour tout le monde? On va passer à un temps ensuite d'inclusion qui nous permet tous d'arriver et puis de commencer à s'y mettre au dessin de manière un peu ludique et commencer à se parler grâce au dessin. Puis, je vous donnerai du vocabulaire graphique. La facilitation graphique, c'est comme un peu une langue étrangère. Plus on commence avec un peu de vocabulaire et puis on discute, on pratique, on commence à pratiquer. Et plus on pratique, plus on a de vocabulaire. Mais du coup, pour commencer à se lancer, je vais vous donner les rudiments, quelques petits ingrédients pour pouvoir partir et commencer à produire. Donc, quelques ingrédients ici. Et puis, je vais vous inviter à produire en sketchnote. Chacun de votre côté, avoir un petit temps de production. C'est un sketchnote très rapide, donc ce sera très succinct et qui nous donnera lieu ensuite d'échanger sur vos productions dans les feedbacks, avec feedback en petits groupes qui seront des feedbacks guidés et puis feedback en grand groupe pour ensuite clôturer l'atelier. Est-ce que c'est bon pour ce menu du jour? Ouais, ok. Très bien. Donc, passons à l'inclusion. Et aussi dans le cadrage, je termine le cadrage, j'ai prévu de finir à 18h. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui doivent partir plus tôt. Eh bien, ainsi soit-il. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce que je vais vous demander maintenant, du coup, pour l'inclusion, c'est de prendre un premier papier avec vous et puis un feutre. Et comme premier exercice pour la mise en pratique et puis commencer à se rencontrer grâce au dessin, je vais vous inviter à dessiner, dans quel état vous arrivez maintenant à cet atelier, mais sans lever le stylo. À partir du moment où vous avez posé le stylo sur la feuille, alors vous n'avez pas le droit de le relever pour le remettre. Vous faites une forme, du coup on continue, pour nous expliquer dans quel état d'esprit vous arrivez aujourd'hui à cet atelier. Et ça se voit si vous trichez. Dans quel état vous arrivez? Comment vous vous sentez maintenant et dans quel état vous arrivez à cet atelier? Attendez avant de nous le montrer.
Si vous pouvez dessiner plutôt qu'écrire, c'est encore mieux. Ça a l'air d'être à peu près bon pour tout le monde. Est-ce que c'est possible du coup? Qu'on va faire, c'est qu'on va partir en salle. Alors, je ne sais pas combien vous êtes au final, mais de 3 ou 4 personnes. Et l'intention derrière, c'est de vous présenter d'où vous venez, de quel institut vous êtes, et puis présenter votre dessin pour vous dire avec quel état d'esprit vous arrivez. Donc moi, typiquement, quand vous serez en sous-groupe, hein, moi, j'arrive avec le plaisir de partager cette pratique-là que j'aime beaucoup et du coup de pouvoir le diffuser à autant de gens sur une visio, je trouve ça plutôt chouette, ça me met en joie. Donc voilà, c'est ça comme exercice que je vais vous demander de faire en petit groupe pour l'instant. L'intérêt de cette inclusion, le fait de ne pas lever le stylo, c'est une réelle contrainte, on est tous d'accord là-dessus. Mais l'idée, c'est de vous montrer qu'en facilitation graphique, au final, si cette forme-là, moi, j'y donne le sens de je suis ravie de pouvoir diffuser quelque chose, une pratique que j'aime beaucoup via ce temps en atelier. En fait, personne ne va me dire non, c'est pas vrai, c'est pas ce que ça veut dire. Puisqu'en fait, c'est moi qui ai produit la forme qui correspond au sens que je veux lui donner. Et c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. C'est aller chercher sa propre subjectivité, son propre sens qu'on va mettre au service d'un contenu. On n'est pas là pour faire un résumé de l'exhaustivité, un maximum avec tous les éléments d'un contenu, mais au contraire, de laisser un peu libre notre subjectivité pour montrer et voir, décrire ce qui nous marque et ce qui nous touche et quelles idées on met en premier, quelles idées on met en second plan. Donc, c'était ça, c'est chercher le sens derrière le visuel et puis se sentir suffisamment à l'aise pour oser mettre le sens que je veux derrière mon dessin. OK? Donc, ça, c'était une rapide introduction, une rapide inclusion et une mise en pratique. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner un peu de vocabulaire visuel. Ça va être très rapide, mais c'est juste pour vous donner quelques petites billes. Sûrement, certains d'entre vous en ont plein d'autres, donc c'est pas... il y a de quoi faire et il y a pas mal de vocabulaire qui existe et que vous allez croiser du coup si vous êtes plus attentif suite à cet atelier. Mais dans les affiches, les publicités, il y a énormément de vocabulaire qu'on peut chercher dans les BD. Et c'est une discipline où on a le droit de copier, donc c'est assez rare. Bien sûr, on ne copie pas un résumé graphique en entier en disant que c'est nous qui l'avons fait. Mais par contre, tout le vocabulaire visuel qu'on peut croiser dans d'autres facilités, sur des sketch notes ou sur des scribing qu'on peut croiser, on prend le vocabulaire, on se l'approprie, puis on se l'intègre. D'accord? Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, je vais vous donner quelques éléments de vocabulaire pour qu'ensuite vous produisiez un petit sketch note par la suite. D'accord? Vous me direz si ce que j'écris est trop petit, d'accord? J'essaie de me faire un cadre de ce qui rentre dans la caméra, mais n'hésitez pas à me dire si c'est trop petit, si je dois rapprocher ou quoi ma caméra. Le premier ingrédient dont je vais vous parler contre toute attente, c'est le texte. Souvent en facilitation graphique ou en tout cas en formation. Comme on s'autorise à dessiner, on oublie le texte. Mais en réalité, tous les résumés graphiques, c'est essentiellement du texte. Et le visuel vient préciser le contenu, les concepts qu'on veut y donner. Mais il nous faut du texte. On veut de la matière, on veut rendre explicite. Et ça, c'est grâce au texte. D'accord? Donc, premier élément, le texte. Et le texte, qui va nous permettre, ce qui est important, c'est d'avoir une hiérarchie d'informations. Donc, ce qu'il nous faut dans un résumé visuel, c'est avoir
au moins 2 ou 3 niveaux de texte. C'est-à-dire qu'il va nous falloir au moins 2 niveaux de typos différentes. D'accord? C'est ça qui va permettre d'avoir, avec un balayage visuel, j'identifie où est mon titre, où sont mes sous-titres, où est le corps de mon texte. Si toutefois, il y a 3 niveaux. D'accord? Donc pour ça, il vous faut des typos différentes. La plus simple façon d'avoir des typos différentes, c'est d'avoir 2 fautes différentes. Ça, on est d'accord. Mais si toutefois, vous n'en avez qu'un, alors si vous doublez les lettres, si je repasse mes lettres, j'écris en gras. Ça permet d'avoir 2 typos avec le même feutre. Est-ce que c'est suffisamment gros comme j'écris? Oui, j'ai l'impression que ça va. Ouais. Pour les typos, ce que vous pouvez faire, c'est aussi prendre une couleur, écrire la lettre avec une couleur, mais si on va feutre plus bleu. Et si je trace mes lettres d'une couleur, là, je ne suis pas sûre que ça va venir à la caméra. Vous voyez le jaune? Pas trop, on voit très bien. Okay. Oui, ça se voit bien, oui. Si vous l'écrivez dans une couleur, puis vous choisissez de réécrire la même lettre sans se prendre la tête sur un côté de la lettre qui a déjà été écrite. Donc là, par exemple, je vais choisir le côté droit de ma lettre et je vais repasser par-dessus. Ce qui, au final, va faire un effet comme si j'avais fait une ombre. Au final, le jaune correspond à de l'ombre. Ça, c'est une façon plutôt sympa pour des titres, notamment si je veux les faire ressortir, d'avoir la couleur en dessous qui le fait ressortir et puis par-dessus le noir qui va le mettre en avant, préciser ce que sont mes lettres. D'autres façons d'avoir des typos différentes, c'est on va jouer sur la hauteur des lettres. Ou sur leur largeur. Claire, sur la proposition précédente, est-ce que tu peux nous montrer un exemple sur le oui? Est-ce que tu nous montres un exemple de comment tu doubles à droite une lettre pâtée, un T ou un L ou un R ou un... Merci. Vous voyez mon L? Vous le voyez encore à la caméra, le L, il est là? Oui. Et je l'ai fait, c'est exactement pareil que pour les autres. Du coup, je choisis de refaire exactement la même lettre. Si j'ai choisi d'être à droite et peut-être un peu en haut, alors du coup, je la refais en haut et je fais mon L au-dessus. Ça va, si vous le voyez suffisamment bien? Super, merci. Ok. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a différents niveaux, différentes façons d'avoir des typos différents. Donc, je joue sur la hauteur. Il n'est pas pris le même jaune. Ou sur la largeur des lettres. Et sur cette ligne médiane là, où on place les barres, par exemple du A, du E, du G. Et avec ça, c'est des outils très simples pour avoir des typos différentes. Et puis plus on pratique, plus on se rend compte qu'il y en a qu'on aime bien. Moi, je suis plutôt lettre haute, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'aime bien les lettres qui sont plutôt hautes que larges. Mais du coup, ça crée des contrastes. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Donc, si vous pouvez en choisir une typo pour un titre, une typo pour un sous-titre et une typo pour un corps, c'est parfait. Ça nous aidera visuellement à trier l'info, voir ce qui est niveau 1, niveau 2, niveau 3, grâce aux typos. Et de manière générale, on va prioriser la majuscule. Il y en a certains d'entre vous qui ont des minuscules qui sont lisibles et intelligibles. Super, profitez-en. Pour ceux pour qui c'est pas sûr, la majuscule sera toujours plus lisible. C'est un peu un tips pas obligatoire, mais qui peut être utile. C'est bon pour les typos? Dernière façon. Claire, je peux intervenir? C'est exactement le contraire que je dis à mes élèves. Parce qu'on est habitué à lire des minuscules et pas des majuscules. Tu peux nous expliquer ce choix de la majuscule? C'est une question de la majuscule. Si tu prends soin
Alors, c'est pas des cahiers, hein, moi, que je vais pas remplir des cahiers, donc peut-être c'est ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, si je fais un résumé graphique, c'est souvent sous forme de poster ou c'est un A3. En tout cas, j'ai une dimension délimitée dès le départ. Et je vais, si je prends la majuscule, j'ai plus d'habilité d'avoir pour tracer droit mes traits, pour prendre soin de finir mon rond. Alors que la minuscule, on a plein de façons d'écrire des minuscules différentes. On le voit, je sais pas, j'ai ma fille qui est en CP, les nombres de caractères de minuscules, et puis nous, j'ai l'impression qu'on a un peu intégré le script, l'attaché, tout ça. Après, ça, c'est vraiment libre à chacun. Si la minuscule vous paraît intelligible et que vous êtes à l'aise et que ça marche bien, c'est plus un conseil pour ceux pour qui la minuscule n'est pas très lisible, c'est tout. Mais voilà. Une autre façon d'avoir une typo qui ressort et qui va du coup avoir un gros impact sur un résumé visuel, c'est de se servir du sens du mot pour dessiner les lettres. Par exemple, si je vous écris ça, je me sers du sens du mot rêve pour écrire mes lettres en forme de nuage. Il y a Julie Vieillard qui souhaitait intervenir. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Oui, c'est toujours d'actualité. On se demandait avec ma collègue concernant les 10, est-ce que les 10 et les typographies, etc., parce qu'on a dans nos classes énormément de gamins qui ont des troubles 10. La majuscule, elle n'est pas conseillée en fait. Ouais, et du coup, on se demandait si vous pouviez nous expliquer comment on peut aussi prendre en compte ça, en fait, quand on fait la présentation, parce que je ne sais pas si tout là est lisible. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres collègues sûrement sur la conférence, mais c'est compliqué de jouer sur les typographies différentes. Voilà. Ouais, mais en fait, ça peut être simplement écrire en majuscule et écrire en minuscule. Alors, je suis désolée, je n'ai pas de connaissances spécifiques sur les 10. Par contre, ma croyance, c'est qu'une croyance, c'est surtout que ça va être joué sur le visuel et apprendre à rendre visuel un concept, c'est comme un autre levier de compréhension et d'expression qui n'est pas que du mot. J'ai une nana en formation qui est venue, qui était adulte et qui était dysorthographique, et qui en effet, du coup, s'est servie dans son visuel, c'est obligé qu'il y ait du texte, bien évidemment, pour rendre explicite, c'est pas un dessin d'art, clairement, mais du coup, elle a beaucoup plus joué sur le visuel que sur les mots. Donc, du coup, elle était sur que des mots-clés, et puis le visuel qui lui permettait d'y mettre le sens qu'elle voulait. Après, minuscule, majuscule, j'ai pas vraiment plus c'est comme une règle pour ceux qui n'ont pas une minuscule très lisible, mais c'est pas limitant en fait, c'est juste une suggestion. Si pour eux c'est plus simple d'avoir la minuscule, il y a aucun souci. Et peut-être si c'est trop compliqué d'avoir plusieurs niveaux de typo, alors simplement écrire en majuscule le titre et le reste en minuscule, c'est déjà un niveau de hiérarchie. Et ouais, Michel voulait intervenir. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup d'élèves en situation 10 voilà. Mais là, le fait, c'est que moi qui pratique ça, comme ce sont des mots qui sont isolés et qui sont vraiment identifiés, sortis d'un ensemble de mots, pour les personnes qui ont des difficultés de repère, ils n'ont qu'un mot à analyser qui est facilité par un dessin ou par un lien avec autre chose. C'est bien que la lecture pour le mot est beaucoup plus simple que si c'était un texte. Et souvent, c'est des écritures qui sont quand même relativement grosses, qui sont plus grosses que la normale. À ça, on rajoute souvent de la couleur. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne peut pas vraiment comparer la difficulté de lecture sur une carte ou sur un... Moi, je ne parle pas très bien anglais, donc voilà, sur un rendu visuel. Mais je pense qu'au contraire, c'est beaucoup plus simple pour des personnes qui ont des difficultés de lecture de traduire une information à partir de ce type de choses, d'objets, que sur un texte.
Et puis, en effet, ce qui est un bon levier, c'est la couleur. Ne serait-ce que ça peut être écrit de la même façon, mais sur des couleurs différentes. Mais j'identifie que mes sous-titres sont toujours de telle couleur. Et mon titre principal est d'une autre couleur, et le corps du texte est d'une autre couleur. C'est un super levier d'hiérarchisation, la couleur. Alors, attention. Oui. Il y a quand même, attention, hein, il y a entre 5 et 10% de la population qui est daltonienne. Oui. Oui. Et c'est un réel problème, hein, parce que je fais le test systématiquement vivant avec un daltonien, un vrai daltonien. Je fais le test maintenant en classe et je demande aux élèves s'il y a des élèves qui sont daltoniens. Il y en a la plupart, ils ne le savent pas. Donc, je fais un test au tableau. Et ça, c'est important parce qu'après, je choisis les couleurs que j'utilise ou pas. En fonction, bien sûr. Est-ce que c'est bon pour un peu plus d'éléments sur cette question-là et est-ce que je peux continuer? Oui. Donc, une autre façon d'avoir une typo différente, c'est d'intégrer le sens dans comment je dessine les lettres. Donc là, sur mon exemple de rêve, je me sers du sens et je vais dessiner le mot. Du coup, dans un résumé graphique, ça va attirer beaucoup l'attention et puis on va le retenir beaucoup mieux, on va le voir et on va le retenir et direct, on comprend le sens en y ajoutant le mot en soi, quoi. Donc ça, c'est un chouette outil aussi de typo. Si jamais vous avez une idée qui vous vient, ça peut être tout le mot ou ça peut être simplement une lettre qui représente une action ou un concept. Je vous donne un autre, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de temps. Mais si j'écris par exemple rapide et que je penche mes lettres, ça veut dire qu'il va vite, il avance. Ça peut avoir un impact visuel de le voir dessiner. C'est ça que j'essaie de vous faire sentir. Donc ça, c'est un type de... Ça, c'est pour un peu trouver des façons d'écrire selon les publics que vous avez, comme on a vu, et puis selon ce que vous avez comme hiérarchie dans votre dessin. Mais c'est surtout ça qu'on va aller chercher, c'est à hiérarchiser l'information. Donc ça, c'est pour le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est les pictos. Je vais le mettre sur le côté ici. Les pictos, en fait, il y en a un patrimoine commun assez large de pictos, puis on en a de plus en plus, notamment avec l'utilisation des smartphones. Et si je vous en mets quelques-uns ici, peut-être que là, c'est trop petit. C'est trop petit. Ouais, c'est un peu petit. Le smartphone en question. Je vous en mets d'autres, je ne sais pas trop. Vous en avez-vous sûrement autour de vous? Il y a beaucoup dans la signalétique. On va retrouver énormément de pictos dans la signalétique. Qu'est-ce que j'ai pensé comme autre picto? En réalité, les pictos, on s'en sert à la fois pour représenter l'objet en soi ou pour illustrer des concepts en représentant des objets, des formes concrètes. On se sert de formes tangibles pour représenter soit la forme en soi, ou soit un concept derrière associé. Typiquement, l'ampoule, souvent, c'est un objet, mais on va y associer une idée ou innovation. Voilà. Donc, c'est à chaque fois un peu ce jeu-là. Je vous en mets quelques-uns d'autres pour essayer de vous montrer ce que c'est au final qu'un picto. Est-ce que j'ai d'autres... À ce jeu-là, les élèves sont très imaginatifs et très surprenants. Bah, ça, c'est super. Là, il y a un peu d'actualité. Qu'est-ce que j'avais pensé d'autre? Peut-être un agenda, je ne sais pas trop. Un agenda. En réalité, le picto, c'est à chaque fois une représentation en forme très simple d'objets tangibles. Et si vous regardez, au final, ce n'est rien d'autre que des carrés, des triangles, des ronds, des points et des courbes d'objets. On va essayer de représenter de façon hyper simple
simplifier. Je vais essayer de voir, et vous pouvez faire l'exercice autour de vous, des objets que vous avez autour de vous. Bah, une bouteille, au final, on a peut-être un rectangle, on a un arrondi, puis on a un petit carré pour le bouchon. Et c'est cet effort-là, quand on veut créer des pictos, quand on a besoin de représenter quelque chose, qu'on va aller chercher. Comment on peut faire avec des formes simples. Bien sûr, si vous maîtrisez le dessin d'art, vous pouvez tout à fait dessiner toutes les perspectives et tous les ombrages de ma loupe. Mais ce n'est pas nécessaire en facilitation graphique. D'accord? Le but étant de préciser un sens derrière un visuel. Je passe assez rapidement. Pendant le temps de production, vous essaierez de voir s'il y en a qui vous viennent ou si jamais il y en a qui bloquent, on peut tout à fait les voir ensemble. Mais en tout cas, l'idée, c'est à chaque fois ça, c'est j'aimerais représenter, j'en sais rien, un livre par exemple, eh bien, je vais essayer de décomposer et essayer de me dire au final c'est un rectangle et puis je peux avoir des traits pour les pages et puis c'est suffisant à comprendre que c'est un livre puisque mon visuel est associé à du texte. Il n'est pas tout seul dans la nature et ne coule pas de sens tout seul. Sinon, en tout cas, on ne devine pas son sens sorti d'un contexte, puisqu'il est à l'intérieur d'un résumé graphique pour préciser, pour donner du sens, pour qualifier un texte ou un concept qu'on explicite. Donc voilà pour les pictos. Je me dépêche un peu parce que je suis en retard. Donc on a les pictos. Autres éléments, autres ingrédients. Je vais aller très rapidement sur celui-ci parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est les personnages. Les personnages, ils peuvent, dans un résumé graphique, permettre de représenter un mouvement, une action ou une émotion. Et là, les émotions, on a une énorme palette avec les emojis où, si vous regardez bien, c'est beaucoup les sourcils et la bouche qui font varier les émotions, mais ça, on n'a pas forcément le temps d'en parler pour l'instant. Mais en tout cas, pour les personnages qui marchent de manière assez efficace, c'est le bonhomme bâton. Tout le monde connaît. Attention aux coudes et aux genoux parce que c'est que ça qu'on plie. Quand on fait des mouvements, il s'agit de plier dans le bon sens vos bonhommes bâton. Que vous pouvez un peu donner un peu de corps. Pourquoi pas des pieds et des mains. Et ça reste, encore une fois, on est sur du rectangle, des traits, des ronds. C'est très, très simple. Mais déjà, on peut comprendre que c'est un personnage. D'une manière plus simplifiée, on peut retrouver ça comme ça c'est une personne. C'est rapide, on comprend que c'est un personnage. Et ça, un groupe de personnes, ou une équipe par exemple. Et il y a aussi celui-là qui est le bonhomme, moi je l'aime bien. On appelle ça les bonhommes pince à linge, les anciennes pinces à linge. On le voit plus, il est en dessous de la caméra. C'est bon? Bon, en fait, là, je vais rapidement, mais c'est pour vous donner un peu de vocabulaire. Bien entendu, plus on sait dessiner les personnages, les mouvements et tout, plus ça nous donne du vocabulaire. Mais en tout cas, ça nous donne une petite base. On va passer. Il y a encore, je vais vous donner 2 autres ingrédients. Le suivant, c'est les connecteurs. Les connecteurs, c'est les flèches. Grosso modo, je veux mettre en lien un élément ou avec un autre sur mon résumé graphique. Bon, les flèches, vous en connaissez plein. Mais ça peut être aussi, par exemple, des pointillés. Ça peut être une route. Dans mon résumé graphique, je vais expliquer que je suis passée d'un point A à mon point B en faisant ce chemin-là. Ou ça peut encore être des traces de pas. Mais c'est un super outil, les connecteurs, pour faire des liens justement, pour nous aider à représenter quelque chose de complexe, par exemple. Alors, les liens, les connecteurs peuvent s'avérer super utiles. Je vais assez rapidement. Les flèches, l'idée, c'est comme un peu pour tout. C'est comme un peu quand je vous parlais de la typo. C'est d'avoir une cohérence grammaticale. Si j'utilise tel typo pour les titres, tel typo sur les sous-titres, alors j'utiliserai toujours la même typo. Bah, c'est pareil. Les flèches, si j'utilise telle flèche, alors il va falloir que j'essaie de prioriser à utiliser la même flèche pour d'autres liens.
sauf si je veux montrer que ça n'a rien à voir avec le lien précédent. Et c'est hyper important que vous simplifiez le nombre de formes et que vous ne multipliez pas les formes pour le plaisir d'y multiplier des formes, mais de chercher le sens derrière. Je veux montrer le lien entre tel élément et tel élément. S'il y a un autre endroit, j'ai un autre lien, j'utilise la même flèche, sauf si vraiment je veux montrer que c'est un lien qui n'a rien à voir. Bon, c'est un peu du détail. Et enfin, mon dernier ingrédient qui est quand même assez sympa, que je trouve très puissant, c'est les cadres. On va beaucoup se servir du cadre. Le cadre, c'est ça qui nous permet de trier nos idées, de montrer à voir, de ranger dans les bonnes cases. Donc les cadres, vous pouvez utiliser des couleurs différentes, vous pouvez utiliser des pointillés. Le cadre, il peut avoir par exemple du scotch. On peut aussi utiliser les cadres qui viennent de la BD, à savoir la bulle ou le nuage. On voit plus clair, tu es hors caméra, hors champ. Merci. Oui. Et est-ce que c'est le numéro 5 ou c'est le numéro 6, les cadres? C'est le 5, pardon, excuse-moi. Merci. Je vais rapidement, mais ça vous donne au moins quelques idées de cadres différents. Aussi, jouer sur la couleur. C'est bien d'avoir une couleur plus douce pour les cadres, par exemple. C'est un niveau de lecture, ça structure votre résumé graphique, vous nous rangez les bonnes choses dans les bons endroits. Ce n'est pas l'information principale, donc c'est plutôt pas mal de l'avoir d'une couleur plus douce, par exemple. Par exemple, si je fais ça, pendant que je vous laisse terminer, peut-être que là, vous voyez tout. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant que je finis les cadres de mon dessin. Si maintenant je vais rajouter des cadres à mon dessin, vous allez voir que sur quelque chose qui paraît assez bordélique, j'ai posé mon contenu. Bien là, je vais ranger un peu tout dans des caisses. Et l'œil, du coup, sait où aller chercher quelle information. Moi, j'en profite, j'aurais une petite question technique. Je vois que vous avez des feutres particuliers, ouais, de type artistique. Bon, c'est vrai que ça en jette plus que les vieux feutres Velleda du tableau blanc. Là. Oui. Vous pourriez nous donner une référence? Bien sûr, il y a une marque de feutre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça a, le fait que j'ai rangé dans des cadres. On a tout rangé au bon endroit. On sait où aller chercher chacune des catégories. Les feutres que j'utilise, ce sont des feutres qui sont spécifiques à la discipline, qui c'est de la marque Neuland. Je peux le mettre dans le chat. La marque Neuland, c'est une marque de feutres spécialisée, mais pas seulement feutres, de tout le matériel spécialisé. C'est une marque allemande. Le vrai inconvénient, c'est qu'il faut les commander par Internet. Mais ce sont des feutres à l'eau qui font qu'on ne transperce pas le papier. Et quand on va scriber dans certains endroits, c'est plutôt bienvenu qu'on ne dessine pas sur les murs. Et on peut les recharger à l'infini. Donc, on nous vend des recharges d'encre et on peut changer les mines. Donc, clairement, ce sont les plus, je pense, les plus écologiques comparés à d'autres marqueurs que l'on jette une fois que la mine est trop usée ou qu'on ne peut pas recharger une fois qu'il n'y a plus d'encre. C'est vraiment des super, super feutres. Après, il y a des... En vrai, en marqueur, c'est les mieux. Vous avez après des Posca, par exemple, qui sont assez connus, mais pour le coup, qui sont plus chers et qui ne sont pas rechargeables une fois que les mines sont usées. On doit les jeter, même si on a encore de l'encre dedans. Ceci étant, les Posca, ils sont bien pour colorier si vous avez des grandes surfaces. Je ne sais pas si ce sera votre cas, c'est plutôt agréable d'en avoir pour colorier. C'est vraiment le seul usage. Mais vraiment, je vous invite à aller regarder si jamais ça vous intéresse d'avoir quelques feutres, de bons feutres. C'est un super investissement. Et peut-être juste me permet de rajouter, puisque j'ai investi suite à la formation avec Claire en décembre, quand on parle des couleurs, en fait, il n'y a pas forcément besoin de mettre plein de couleurs partout. Et du coup, on n'est pas obligé d'acheter 40 feutres Neuland. Moi, j'ai choisi du coup des couleurs complémentaires, par exemple un vert et un vert clair et un
et un orange clair, et puis sinon un bleu canard là, et un jaune un peu moutarde. Et donc avec déjà voilà, j'en ai pris 2 autres parce qu'ils me plaisaient aussi, mais voilà, déjà avec 4 feutres de couleur et les feutres simples noirs, les marqueurs noirs tout simples, voilà, comme ce qu'a Claire, ça suffit pour commencer. Voilà. Et juste un dernier élément sur le vocabulaire graphique et après vous allez partir en production. Ce qui a un effet sympa quand on est en train de faire la facilitation graphique, c'est d'avoir ces formes les plus simples possibles et d'y rajouter de l'ombre. Mais on ne va pas s'embêter énormément sur tout ce qui est technique graphique des ombrages, mais simplement avec une couleur. Je vais choisir un peu comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors là, c'est l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure avec la typo, où j'avais posé ma couleur et puis ensuite je rajoute le noir. C'est maintenant que j'ai posé mon dessin, par exemple, mes personnages, je peux leur rajouter de l'ombre pour leur donner un peu de dynamisme, un peu de relief. Donc là, j'ai choisi de les mettre sur l'ombre est plutôt à gauche. Et l'ombre, je peux soit la choisir de la mettre à l'intérieur de ma forme. Ici, par exemple. Elle peut être hachurée aussi. Et c'est des traits, à nouveau, c'est très simple, mais ça rajoute quand même, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, je peux me rapprocher pour le coup. Mais ça rajoute un peu de dynamisme et d'un effet beaucoup plus sympa avec quelques traits seulement et de façon très simple. Donc ça peut être soit à l'intérieur comme ici, ou à l'extérieur de ma forme. Je vais prendre le côté et le bas et repasser exactement le même trait sur ce que j'ai déjà tracé au feutre noir et refaire le contour. Ça va sur ce que je viens de dire? C'est vraiment beaucoup d'effets pour peu d'efforts. Ça donne du peps, quoi. Ça donne un effet sympa et vivant à mon dessin. Est-ce que c'est bon pour vous sur ce vocabulaire? Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, vraiment, on va vite. Et puis, l'idée, c'est que vous en ayez un peu un rudiment. Je vais essayer de le mettre plus loin pour que vous ayez à peu près la totalité. Et du coup, ce que je vais vous demander maintenant, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller jouer avec ce vocabulaire-là pour faire un résumé graphique, mais très rapide. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre il reste quelques minutes ensemble, pour que vous nous disiez comment c'était pour vous, et de produire le sketch note et de voir ceux des autres. Qu'est-ce qui vous surprend dans cet exercice-là? Et si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Dans la production, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que je retombais facilement sur des clichés. Et il me semble que si j'avais eu un registre lexical visuel plus large, j'aurais pu être plus précise, plus plus nuancée dans ce que je voulais exprimer. Donc, je trouvais que c'était assez pauvre. Et ça, je pense qu'on le vit tous en début de pratique. Moi-même, je l'ai senti assez... au début, j'étais une sorte de frustration de ne pas pouvoir aller préciser ma pensée. Et ça, clairement, il n'y a pas... C'est vraiment comme une langue étrangère. Au début, on commence avec peu de vocabulaire. Et plus on pratique, plus on en intègre, plus on peut affiner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette sensation-là d'apprendre une langue étrangère. On tricote avec le peu de mots qu'on a et c'est jamais exactement ce qu'on veut dire. Et le fait de pratiquer, puis de continuer à parler, puis de continuer à avoir du vocabulaire et de créer, en vrai, il n'y a pas vraiment de recette miracle que de redessiner le vocabulaire que l'on croise et de avoir en fait, c'est pas suffisant de le voir, sinon de le redessiner, par exemple, dans un carnet dédié à ça.
C'est comme ça qu'on intègre du vocabulaire. Donc, c'est super de suivre des formations. Il y a énormément de ressources en ligne. Claire va vous les envoyer, toute une liste de ressources en ligne pour continuer à apprendre, continuer à piocher. Mais rien ne vaut la pratique en soi. Et plus on pratique sur tous les sujets, et moi je vous invite à le faire même sur des sujets ceux qui vous tiennent à cœur, comme ceux qui vous ennuient de devoir préparer ce cours qui m'ennuie, ben, ça lui donne un côté un peu plus sympa à faire. Mais ça sera la pratique qui fait qu'on sort des clichés. Par contre, ce que je trouvais de génial, c'est que j'ai fait des dessins et sans idée préalable. Et en fait, en mettant bout à bout les dessins, bah, est sortie une idée générale qui était vraiment cohérente par rapport à l'idée du printemps et de ce que j'avais envie de faire pour le printemps, c'est-à-dire bouger mais lentement. Et donc, du coup, je l'ai écrit. Et je trouve que, en fait, c'est de réunir les dessins que j'avais faits qui ont fait que, bah, a émergé l'idée. Ouais, super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais. Je vais exprimer quelque chose. Comme je disais dans le groupe où j'étais, moi j'enseigne en architecture et le dessin, c'est quelque chose évidemment qu'on développe beaucoup avec les étudiants et on leur demande de s'exprimer parfois uniquement en dessin et sans texte. Donc c'est ce que j'ai fait naturellement. On leur donne des conseils, on leur montre des exemples, mais jamais on a structuré les choses telles qu'elles étaient dans la présentation. Et je vous remercie pour ça parce que c'est vraiment éclairant pour moi, alors que c'est quelque chose que je pratique au quotidien. Voilà, donc c'était vraiment très très clair et je trouve accessible à tous. Donc c'est vraiment un bel outil que là vous me donnez pour mettre en application dans le futur. Ben, super, j'en suis ravie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres éléments qui vous ont surpris ou vous avez d'autres questions? Ah, il y a 2 participants qui ont levé la main. Donc, il y a Céline que je vois là. Oui, merci Claire. Juste pour rebondir sur ce que Myriam a dit, moi je trouve que c'est un exercice qui nous oblige à être concis, à aller droit au but, parce que justement, on n'a pas toujours beaucoup de place sur la feuille ou moi c'est une petite ardoise que j'ai volée à mes enfants, donc je suis obligée de réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment montrer. Et quand on regarde les dessins des autres, on a l'impression qu'on lit un peu plus en eux que quand ils utilisent des mots ou des phrases, on va tout de suite voir ce qui est cher à leurs yeux, leur façon de penser. On a vu tout à l'heure un dessin qui avait aussi une interprétation un peu cachée, donc c'était rigolo. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Et là où je vais te remercier, c'est que je pratique aussi, je bidouille un peu ça. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que je fais de la facilitation graphique, mais ce qui n'était pas du tout intuitif pour moi au début, et tu as commencé par ça, c'est de dire que tout part du texte. Et moi, j'avais plutôt tendance à mettre un petit dessin par-ci, par-là pour illustrer, et puis pour faire que les gens écoutent plus facilement ou retiennent plus facilement, pour ceux qui ont une mémoire un peu plus visuelle. Et je ne m'étais pas du tout dit que dans la facilitation graphique, on allait partir du texte. Mais c'est peut-être aussi là où ça facilite les choses, c'est que part d'une idée, en fait. Et c'est ce qui va servir à construire le message. Et si je peux rebondir sur tous les 3 idées que tu viens de dire, on part du texte ou pas. En fait, ça dépend si c'est ce qui te vient en premier et que c'est ça que ça te permet de structurer tes idées, de les poser et ensuite tu rajoutes du dessin. Mais des fois, ça peut être une image qu'on a et on veut partir de cette image-là et lui donner des attributs et puis je rajoute le texte. En fait, chacun a un peu sa stratégie et j'ai même l'impression que moi, dans ma pratique, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des fois où je sais quel texte, je veux poser mon contenu textuel et puis ensuite je vais y rajouter. Puis il y a d'autres fois où je me dis cette idée, elle est géniale, cette image est géniale. Je veux c'est pas que mon idée, c'est genre si on me livre un contenu, par exemple quand je suis en train de scriber, on me donne sur les plateaux des images, les gens parlent beaucoup avec des métaphores visuelles sans s'en rendre compte. C'est ça qu'on va aller choper quand on fait du scribing, donc quand on est en train de dessiner en direct. Et là, des fois, je peux me dire, telle idée, elle est vraiment trop cool à rendre visuelle et puis elle est hyper expressive. Donc, je vais dessiner ça et ensuite, je vais lui donner des attributs. Donc, ça peut être des stratégies différentes. Tu me disais au tout début que ça nous oblige à synthétiser parce que
on a une taille qui est contrainte. Mais je peux t'assurer que des fois, je fais des fresques qui font 4 mètres sur 2. Et quand même, je dois choisir et structurer. Il y a en effet, bien sûr, la taille, mais il y a surtout, c'est ça l'exercice, c'est d'aller voir, trier nos idées. Et c'est ça que je trouve le plus génial, c'est le côté un peu magique de ce qu'on dit sans vouloir dire. C'est assez bluffant. En fait, en facilitation graphique, bien évidemment qu'on va parler du contenu, mais on parle énormément de soi. On parle à travers ce qu'on choisit et à travers ce qu'on représente, bien qu'on soit complètement au service de l'intention du groupe, l'intention de la conférence, du contenu. Il y a ce filtre subjectif, mais qui donne sa force à créer cette trace sensible et qui va permettre de mémoriser. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pas pour, on n'est pas des sténos, quoi. Il y a pas c'est justement, on rajoute le côté. Et c'est assez chouette quand on le sent, ça. Quand on voit que quelqu'un a dessiné quelque chose et que ça parle un peu de lui, malgré lui, entre guillemets. Bon. Voilà, c'était pour rebondir sur tes 3 idées. Il y a Maëlle qui voulait parler aussi. Oui, ben justement, ça fait des transitions parfaites parce que quand tu dis qu'on parle un peu de nous à travers ce qu'on dessine, dans le sous-groupe, dans la salle dans laquelle j'étais en sous-groupe, s'est posé la question de, tu l'as dit en intro tout à l'heure, en fait, en facilitation graphique, on met le visuel qui va venir illustrer un concept. Et du coup, on s'est rendu compte que ça pouvait être très personnel. Ouais. Et quelle serait la limite d'une très large diffusion, du coup, jusqu'où l'info passe telle que tu l'as transmise, à quel moment elle se déforme et à quel moment elle atteint carrément plus son but. Alors, si elle n'atteint pas son but, je pense que c'est que c'était pas la bonne posture. Je pense que quand on... Alors, ça... Comment expliquer ça? Il y a vraiment une posture d'être au service des autres, qui pour moi est vraiment déterminante. Si je suis en train de scriber, je suis au service d'une interaction, d'une intention. Je dis scriber parce que c'est ce qui est en direct, mais pour autant, c'est pareil pour le sketchnote. Je dois être au clair avec moi-même sur l'intention de cette réunion-là, sur l'intention de ce poster-là. Je sais quelle est, si ce poster-là, c'est diffuser tel type d'information, à quel public, et ça, c'est hyper important de réfléchir au public à qui on s'adresse. C'est vraiment déterminant. Parce que on n'a pas du tout la même stratégie, ni dans le vocabulaire visuel qu'on va utiliser, ni dans l'équilibre mot-dessin, par exemple, ni dans quel type de dessin je vais prendre. Et ça donne un peu aussi un curseur dans jusqu'où je peux aller du sensible. Pour vous donner, j'ai un exemple qui est plutôt marquant. J'ai ma fille qui est donc dans une école primaire, qui était dans une école maternelle l'année dernière, qui est dans un quartier où il y a très très peu de mixité. Au final, on est très peu de catégories sociaux, plus. Et du coup, quand je me suis mise au conseil d'école, la directrice nous informe que sa principale difficulté, c'est de discuter avec les parents, de diffuser l'information auprès des parents qui ne savent pas forcément lire le français. Donc, elle était face à cette grosse difficulté-là d'expliquer pourquoi on demande des sous pour la coopérative de l'école, quels sont les projets de l'école, pourquoi c'est important les horaires. Donc, je me suis dit, là, je peux faire quelque chose. Donc, j'ai dessiné une fresque du projet de l'école, mais en me disant bien, je m'adresse à un public adulte et enfant qui ne sait pas lire le français. On parle là-dessus. Je vais me poser la question sur quels besoins, quelles informations ils ont besoin d'avoir et comment le représenter. Clairement, ce poster-là n'a absolument rien à voir avec le poster dont je vous parlais avant. Je pense que je ne sais pas si j'ai évoqué, je travaille de la recherche en groupe de chercheurs, un groupe d'instituts de recherche et d'enseignement supérieur sur les questions de développement durable et comment ces institutions-là sont assez à la bourre sur toutes ces questions de développement durable et responsabilité sociétale. Et là, je vais synthétiser un contenu qui est très dense
avec énormément de paramètres à prendre en compte, où là, je m'adresse à des chefs d'établissement, à des personnes qui vont mettre en place une stratégie d'établissement, ou à des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. Et là, clairement, je n'ai pas du tout ni la même stratégie de texte visuel, ni mon curseur de sensible, il n'est pas le même. Ceci étant, même avec des chercheurs ou même quand je vais dessiner ou produire des informations pour des comités de direction, j'y mets mon sensible, il y a pas, c'est pour ça que je suis là. C'est pour y ajouter une patte de rendre visuel et sensible des concepts qui restent, on va dire, peut-être intangibles ou pas suffisamment accessibles, quoi. Donc c'est quand même, il y a cette... c'est pour ça qu'on fait appel à nous et c'est pour ça que ça a cette importance-là, c'est d'y intégrer la subjectivité. Maintenant, il y a aussi un curseur qui est à jouer, c'est sur l'humour. Où là, l'humour, ça peut être contre-productif. En fait, c'est tout ça qu'il faut réfléchir. Et moi, je pense que c'est focaliser sur l'intention. L'intention du départ, c'est à qui je m'adresse et pourquoi je fais ça. Parce que si je dépasse les bornes, j'ai un copain qui est facilitateur graphique et qui vient du dessin de presse. Donc lui, toute sa carrière jusqu'à présent, maintenant le dessin de presse n'étant plus aussi diffusé ou viable financièrement. Bref, il est devenu facilitateur graphique, mais il a quand même cette petite patte de caricature et assez piquante sur c'est toute sa structuration de visualisation d'informations qu'il a utilisée, mobilisée pendant des années. Et quand il a commencé, quand on commence à faire la facilitation graphique, il a intégré un peu de piquant, un peu de caricature. Sauf que ça a complètement desservi les interactions dans le groupe. Et là, en fait, c'est ce qu'on a identifié, on en reparle avec lui, c'est qu'il n'était plus au service du groupe. Il était au service de lui-même, ça lui faisait kiffer, en fait. Ça le titillait d'aller piquer la caricature du boss. Et là, l'intention n'est pas la même. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est là la vraie question, c'est de se dire, je suis au service de quoi? Je suis au service de quelle intention? Si mon intention, c'est de diffuser, alors j'oriente ma stratégie de dessin et de choix en fonction de ça. C'est pas très clair ce que je dis, mais c'est ce que je vois comme c'est très complet, au contraire, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et il y a Michel qui aurait une dernière question. Non. Alors, c'est pas une question, mais pour reprendre ce que tu viens de finir de dire, puis après je remonterai parce que j'ai noté 3 choses. Par rapport à la difficulté de dire on y met notre personnalité, jusqu'où est-ce qu'on va, quelle est la limite, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que justement cet outil est quand même très intéressant parce que justement il y a un côté humain qu'on ne retrouve pas dans une autre forme de présentation. Par exemple, un tableau ou une fresque classique, on n'a pas cette dimension, c'est numérique, c'est froid, c'est figé, c'est rigide, c'est normé, etc. Là, on a la possibilité justement de remettre dans l'information de l'humain et c'est ce qui donne vie et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de ce support. Tu es d'accord avec moi? Oui, complètement. D'accord. Après, moi, j'ai une autre question, parce que le pratiquant, sans savoir que ça s'applique comme ça, déjà là, j'ai appris, tu vois, tu m'as éclairé ma fin de carrière. Mais quelle est la différence pour toi entre carte mentale et graphique facilitateur, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs. La facilitation graphique, il n'y a pas vraiment plus de... la différence, en fait, c'est du même domaine de la pensée visuelle. On est dans 2 applications de la pensée visuelle concrètement. La carte mentale, c'est une technique propre pour ceux qui connaissent pas. Je pense que c'est une pratique qui est beaucoup plus diffusée en tout cas, où on va avoir le sujet au centre et on lui appose des ramifications qui sont des sous-thèmes qu'on peut ensuite aller encore creuser. C'est une arborescence, en fait, pour expliciter une pensée. Pour moi, c'est une des dispositions possibles de la facilitation graphique. J'y suis formée, puis je forme aussi à ça, mais quelque part, moi, je trouve ça plus contraint. Donc, ça a les avantages d'un outil plus contraint pour ceux qui en ont besoin d'un cadre plus structuré, on va dire.
pour s'exercer à la pensée visuelle et intégrer la pensée visuelle dans son réflexion, dans sa communication. Donc, c'est à son avantage de la contrainte. Et moi, c'est très, très subjectif à nouveau, c'est que j'aime pas être autant contrainte. Mais j'ai pas envie d'avoir une seule disposition. Au final, je pourrais me dire, j'ai mon idée centrale et puis j'ai des idées de ramification que je veux rendre connexes sans les hiérarchiser. C'est ça la grande force de la carte mentale. Mais en fait, je peux avoir envie de faire un autre cadre avec une autre type d'info si ça me paraît important, mais je sens le sujet. Et puis, voilà. On va dire que la carte mentale, c'est une disposition, c'est d'un des outils de la pensée visuelle. J'espère que je n'ai froissé personne quand j'ai dit ça. Non, mais moi, ça m'éclaire. Et c'est vrai que la carte mentale, il y a plus de contraintes. Et la dernière chose que je voulais faire remarquer, peut-être une difficulté auquel je suis de temps en temps confrontée, et ça revient un petit peu à ce qu'on a entendu tout à l'heure, à ce que tu disais par rapport à la carte sur la communication avec des parents qui sont allophones ou, bon, peu importe, qui ne maîtrisent pas forcément les codes de communication, on va dire. C'est amusant parce que toute la journée, j'étais en formation où on a parlé de ça. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein. Mais il y a quand même une idée qui est peut-être aussi un piège, c'est l'infantilisation dans la représentation qui parfois, malgré nous, puisque j'ai été victime de ça, malgré nous, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas forcément perçu de la même manière. Un dessin n'est pas interprété de la même manière d'une personne à une autre. Et là, pour le coup, ce n'est pas de la moquerie ou c'est pas de la satire, mais peut-être par manque de qualité graphique, eh bien notre dessin, notre représentation est infantilisée et l'information est mal perçue, quoi. Voilà, c'est un petit peu un piège. Ça peut être un risque. Après, c'est pour ça que je pense que c'est hyper important d'avoir du texte. Je le maintiens, en fait, ce n'est pas que du dessin. Alors, bien sûr, ma fresque qui était dédiée à l'école, il y a beaucoup de dessins, mais parce qu'aussi, je voulais que ça s'adresse aux enfants et que ça serve de support pour que les maîtresses et les parents et les enfants puissent se parler du fait qu'ils vont faire du judo ou quoi que ce soit. C'est un risque. Après aussi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de préjugés. Mais c'est pas parce que c'est ludique ou visuel que c'est pas sérieux. Je vous assure que j'ai pu scriber des sujets qui étaient vraiment denses, chargés, conceptuels. Et voilà, l'effort, il est le plus possible à pas donner à mal interpréter à vexer. Mais c'est pas parce que c'est visuel que c'est pas sérieux pour autant. Mais en effet, plus on a de vocabulaire, et ça c'est comme on disait avant, plus on a de vocabulaire, plus on pratique, plus on peut donner des nuances et puis préciser notre pensée. J'ai vu qu'il y a une question dans le chat qui est qu'est-ce qu'un sketch note? Un sketch note, c'est ce que vous avez fait. Vous avez posé un contenu que vous avez déjà. En fait, c'est une fois qu'on a un contenu qu'on connaît, on le rend visuel. Qu'on connaît ou qu'on nous donne, c'est en différé. Donc, on peut m'envoyer des schémas, des textes. Je travaille là avec une nana qui vient de terminer sa thèse et sa thèse va être publiée. Et ce qu'elle veut, c'est que je fasse des résumés de chacun des gros concepts et puis un résumé de chacun des chapitres. Donc là, on a le contenu. Typiquement, c'est un sketch note. Elle m'apporte le contenu. C'est pas le mien. J'ai ses synthèses et ses résumés et un paquet d'entretiens avec elle. Et je crée le résumé visuel en contenu en différé. On va se parler, on va le refaire. Je vais faire des allers-retours dessus. La différence, c'est pour juste le distinguer avec le scribing. Désolée, ce sont des termes qui viennent principalement du Canada, des États-Unis. C'est eux qui ont beaucoup œuvré à diffuser la pratique. Maintenant, c'est partout et notamment en Europe. Mais donc, c'est des termes qui restent. Et le scribing, la différence avec le scribing, c'est que le scribing, c'est en direct live. Je n'ai pas le contenu au préalable. Le contenu m'est donné petit à petit et je fais une capture en direct. En anglais, on appelle ça graphic recording. Je suis en train de faire un enregistrement graphique de ce qui est en train de se dire en temps réel. Oui, Cécile. Oh, voilà. Non, je m'interrogeais de savoir si tu pouvais nous partager une de tes œuvres d'art, le 4 mètres x 2 mètres. Est-ce que tu as pris une photo?
en partage d'écran, là, pour finir, voir un peu à quoi ça ressemble. Quelque chose, et voir, peut-être qu'on essaie de deviner le message que tu voulais faire passer et puis tu nous dises, toi... Alors, je serais complètement d'avis de vous diffuser. Je peux vous diffuser des trucs que j'ai fait, sauf qu'il nous reste 2 minutes. Peut-être que je peux vous faire passer, je ne sais pas, des visuels de ce que j'ai produit après. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez envie. Mais est-ce que je peux garder ces 2 minutes pour juste avoir mon petit temps de clôture dans mon menu? Je voulais juste avoir un petit temps de clôture. Est-ce que c'est OK pour vous, sachant que si vous tapez facilitation graphique sur Internet, vous avez, ou sur Pinterest, il y a énormément, puis vous allez voir la diversité des facilitateurs graphiques. On est très nombreux, on n'est pas si nombreux que ça, mais on commence à être un petit nombre. Chacun a son style, chacun a sa façon de faire, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compétition, vu que c'est tellement subjectif. Mais on a plus des coups de cœur envers le style graphique de l'un ou le style graphique de l'autre. Et vraiment, si vous ne connaissez pas, c'est plutôt tout un monde à découvrir qui est plutôt sympa. Donc, je peux vous donner des références de ce que j'ai fait, puis pourquoi pas d'autres personnes à suivre qui sont intéressantes. Est-ce que c'est bon pour vous si on clôture les questions là et puis on fait un rapide tour de clôture. Ce que j'aimerais, si vous voulez bien, c'est que vous nous écriviez dans le chat avec quoi vous repartez de cet atelier. J'ai sens que Julie, que vous essayez de dire un truc, mais je n'ai pas entendu. Dans tous les cas, si vous voulez bien l'écrire dans le chat, rapidement pour qu'on gagne du temps. Oui, non, voilà. Là, je faisais les polis pour mes collègues parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, j'ai fait mes copies. Je suis en train de faire les dossiers. Donc, voilà, je repars avec un paquet de photocopies. Quoi. Et merci c'était vraiment chouette. Merci. Moi, j'ai pris en photo, j'ai essayé de faire ça, j'ai pris en photo ce que j'ai dessiné. Je voulais vous l'envoyer dans le temps, mais je ne peux pas envoyer le fichier. Donc, pareil, je vous enverrai la photo des ingrédients. On mettra tout ça sur le wiki des épisodes Sévenol avec les liens et avec si tu nous envoies la photo de ce que tu as dessiné derrière toi. Ouais. Donc il y a certains qui repartent avec l'envie d'aller plus loin, des couleurs, des ingrédients pour améliorer mes prochaines recettes. Une méthodologie supplémentaire, plein d'idées, acheter des feutres avec des clés pour participer. Ouais, ça va trop vite. J'ai perdu le fil. À quand une formation à Florac, ouais. J'ai vu ça. Je repars avec l'envie de tester, de m'exercer, de me lancer, des débuts d'idées, de schématisation graphique, de storytelling pour mes éco-ambassadeurs, quelques élèves de fin d'année ou autres, l'envie de pratiquer, plein d'idées pour commencer, mieux communiquer, créer des projets avec les élèves, ainsi que les motiver par cette nouveauté, des idées, la motivation pour tester cette pratique, associer des images aux mots pour synthétiser mes réunions. À quand une formation à Florac? J'avais des ingrédients et là je repars avec un bon début de recette. Je repars avec une perspective vers plus de liberté et de légèreté pour la gestion des sujets, acheter des feutres rechargeables, des définitions claires, des outils. Je suis trop contente. Je repars avec des bonnes idées pour faire travailler les élèves sur des représentations. Par exemple, l'agroécologie, grand merci. Merci, je repars avec des rectangles surlignés de couleurs, des connecteurs, quelques pictos de plus. Des pistes et des doutes, bien sûr. Merci pour cet atelier. Je faisais un rappel de ce que je faisais souvent, mais que j'avais un peu laissé tomber au fil des affiches et des textes. Je l'avais laissé tomber au profit des affiches. L'envie de m'entraîner le matin dans le métro. Je vais vite acheter des feutres, des outils enseignés aux étudiants, des outils pour travailler en scribing, en atelier, en réunion, voire des programmes graphiques, une formation en journée entière. Je repars avec une idée d'atelier pour emmener des collègues dans cette belle pratique et un beau bouquet de sourires dans la tête. Merci pour la bonne humeur et les outils. Une déception, toutes mes envies pour le printemps. Ne rentrez pas dans la feuille, mais c'est bien. Merci pour cette découverte. Merci beaucoup, c'est créatif et bien envie d'en apprendre davantage. Eh bien, je vous remercie à mon tour. C'était très chouette. Je voulais juste proposer que tout le monde monte son dessin et je fais une capture d'écran de tous les dessins. Je trouve que ça peut être, même s'ils ne sont pas finis, ça peut être rigolo. Donc, il faut que je monte mon dessin et qu'en même temps, je fasse la capture d'écran. Moi, je peux la faire, mais je n'ai pas de dessin. Oui, et tu peux. Et après, il faudra. Ouais, tu arrives à avoir tout le monde. Moi, je suis en 2 pages. Mais... Ah non, moi, je ne peux pas avoir tout le monde, par contre. Ouais, il faudra passer d'un truc à l'autre. Alors, une seconde. Là, je prends vous. Hop.
Oh, c'est sport un peu. Ah. Ça bouge. C'est pas grave, ça donnera juste un truc un peu rigolo. 2 pages, c'est bon, j'ai la 2e page. Si vous voulez bien attendre une seconde, j'y suis presque. Nouveau. C'est bon. Trop bien. Beaucoup. Merci beaucoup. On a tenu le timing. On vous fera passer donc les ressources sur le wiki des épisodes Cévenol.